On prépare le 15 mars. Nous avons le rapport de force. Enfin, il y a eu 5 millions de personnes qui ont manifesté au moins une fois dans les 7 premières manifestations. Je suis un vieux militant, je crois que j'ai jamais vu ça. J'ai toujours rêvé d'un autre mai 68, j'en rêve à chaque heure en ce moment. La dernière fois que je faisais un meeting comme ça, il y avait un camarade de la CGT de Renault, une autre boîte de Renault, des cadres. Et il m'a stupéfié, il a dit on est 750, il y avait 2 syndiqués, moi et un autre. Quand les manifs, j'étais tout seul. Là, on est parti à 10. Ça vous fait rien que je passe de 2 à 10. Mais pour moi, c'est énorme. Alors depuis, je cherche à convaincre le 11e, le 12e, le 13e, le 14e, le 15e. Et quand j'écoute les discours du gouvernement, j'ai de quoi être... Enfin, vous avez entendu Gabriel Attal, c'est comme ça. Pour moi, il a des yeux de drone. Il ne regarde pas dehors, il se regarde quand il parle. Et ce matin, il osait dire, il y en a assez de l'impôt. Les adversaires des 64 ans volent des impôts partout, des taxes, des impôts. Au bout de combien de mois de débat, il ne sait pas encore que la retraite, c'est pas l'impôt. La retraite, c'est pas l'impôt. C'est la cotisation sociale. C'est sur nos salaires. La partie brute du salaire, la partie mutualisée, mise dans un pot commun et redistribuée à chacun selon nos besoins. Quand on est malade, quand on est en chômage, quand on est en charge de famille nombreuse, quand on cherche un toit, quand on est en retraite et quand il y a un accident du travail. Eux, ils appellent ça charge. C'est pas une charge, c'est un bonheur. C'est ce qu'il y a de plus beau dans notre société que les cotisations sociales. Mais ils ne veulent pas parler de cotisation sociale. Ils veulent toujours mélanger les choses, mettre sur le même plan l'impôt et la cotisation. L'impôt, il n'est pas préaffecté. Il peut aller à de l'armement, à un 2e sous-marin, un 3e porte-avions nucléaire. Tandis que la cotisation, elle est préaffectée. Elle est cotisée pour un but et elle doit servir à ça. Et constitutionnellement, chaque fois qu'ils essaient de le détourner, de le supprimer, ils doivent rembourser, ils ont un problème. Et en vérité, c'est parce qu'il y a des budgets séparés. Et ça, jamais. Oh, la dette, quelle dette? D'abord, il y a 3 budgets. Donc, il y a 3 sortes de dettes. La dette de l'État, l'État, c'est un budget d'environ 500 milliards. 80% de la dette vient du budget de l'État. Forcément, ils ont baissé les recettes. Tu baisses les impôts, tu baisses les impôts, ils donnent des fortunes. Les premiers qui reçoivent des allocs dans ce pays, c'est les patrons. 207 milliards. 207 milliards, 40% du budget de l'État l'année dernière. Alors évidemment, l'État, il génère 80% de dette. Après, il y a un 2e budget, les collectivités territoriales, vous connaissez. En gros, c'est 250 milliards. Mais le 3e budget, c'est le nôtre. C'est celui de notre feuille de paye. Et on ne la regarde pas assez pour regarder toutes les petites lignes. Et sur notre feuille de paye, il y a écrit qu'il y a 500 milliards en gros qui vont à notre santé, à peu près 350 milliards en gros qui vont à notre retraite, 850 milliards. C'est le budget le plus important. Et qu'est-ce qu'il génère comme dette? Les 10% à peine. Les 10% c'est rien sur 250 milliards, excusez-moi de le dire. L'État n'est pas un ménage. Il doit investir, il doit soigner, il doit protéger, il doit aider, il doit compenser, il doit assurer. C'est le budget de 850 milliards, c'est celui-là qui s'attaque, ils ont toujours soin de le mélanger avec les autres. Alors qu'ils aient pourri le budget de l'État, c'est leur choix. Hein. C'est eux qui ont fait 3 000 milliards de dettes. Mais qu'ils pourrissent notre budget à nous, ça, c'est pas notre choix. Et en plus, qu'ils nous disent, c'est parce que dans votre budget à vous, il y a des trous. Si vous vous rappelez, dans le temps, ils présentaient les trous de la sécurité sociale pour faire peur, ils appelaient ça les trous cumulés. Quelquefois qu'un trou tout seul ne suffise pas à faire peur. Et sur nos retraites, ils ont inventé qu'il y aurait peut-être un trou entre 2024, l'année prochaine, et 2032.
Le corps, Conseil d'orientation des retraites, dit jusqu'en 2070, ça va. Mais il y a 6 ans, ça ne va pas. Et à cause de ça, tout ce foin qu'on subit, c'est à cause de ça. Mais sait-on que le fonds de réserve des retraites, mis en place alors, par Lionel Jospin, moi j'étais contre, mais on m'a dit c'est bon, ça peut servir. Bon, et comme tous les fonds de pension, vous savez, ça va et ça vient, ça monte et ça descend. Hein. Donc le fonds de pension, même s'il était public, de retraite, de réserve des retraites, ben, il a perdu en 2008 la moitié de sa valeur, quand il y a eu l'effondrement. Là, je le dis au passage, parce que si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis avec un autre effondrement des banques, il faut dire à tous les gens, ne mettez pas de sous de côté pour votre retraite. N'allez pas le mettre dans des fonds de pension. Ils vous prendront tout. Ils vous couleront. Vous aurez pour rien. C'est-à-dire, là, c'est pas là qu'il faut mettre. Il faut avoir confiance dans ceux qui travaillent. Parce que la retraite est basée sur la cotisation, elle est basée sur le travail, et elle va directement, en temps réel, de ceux qui travaillent à ceux qui sont en retraite. Moi, je suis en retraite. Vous travaillez. Je vous aime. Vous êtes bien plus solide et désirable qu'un fonds de pension. Il y a beaucoup plus de certitude dans votre travail que dans une épargne, dans une banque. Et par conséquent, il faut garder ce principe de la cotisation de celui qui travaille entre générations à celui qui ne travaille pas, mais qui ne peut plus travailler. Et ça n'est pas un impôt. Ça n'est pas une épargne. C'est une cotisation. Et donc s'il y a un petit trou là, alors 24, 32. Alors le fonds de réserve des retraites, aujourd'hui il est de 30 milliards. Il le comble complètement. Les retraites complémentaires, c'est 116 milliards. Et l'année prochaine, un truc qui a été inventé par Juppé en 95 et qui s'appelle la CADES, se termine. C'est-à-dire qu'on paye 24 milliards de moins l'année prochaine, chaque année. C'est-à-dire qu'il y a 24 milliards de moins à payer chaque année de 24 à 32. Où il est le trou? Où y a-t-il une explication pour avoir besoin de combler alors qu'il y a des sommes absolument fabuleuses qui sont collectées grâce à notre travail? Et puis après tout, hein, vous augmentez un peu le salaire. Hein, avec une inflation alimentaire qui est à peu près à 25%. Vous augmentez le salaire brut et net, bien sûr. Et immédiatement ça avance. Vous faites l'égalité salariale femmes-hommes, avec 25% d'écart de rattrapage à faire. Vous êtes sûr que vous comblez non seulement le trou résumé, mais vous pouvez peut-être imaginer la retraite à 60 ans. Et même à 55 ans dans les métiers pénibles. Moi j'ai fait 30 ans d'inspection du travail, j'ai dû visiter quelques milliers de chantiers. Chaque fois je voyais un gars de 55 ans avec sa brouette dans un chantier de démolition qui était en train d'abréger ses jours parce qu'il était déjà en incapacité de travailler. Je me disais que dans le bâtiment, la retraite devait être à 55 ans. Il paraît que c'est pas possible, c'est un privilège. Mais qu'est-ce que c'est un privilège pour les écoutiers? Les écoutiers, l'espérance de vie moyenne est de 58 ans. Avant tout ça, ils avaient la retraite à 50. Ils ont été montrés du doigt, régimes spéciaux. Ah, c'est passé à 55, puis à 60, puis à 62, puis on les met à 64. Mais dans l'immense majorité, ils sont morts avant d'avoir la retraite. Et c'est valable dans tous les métiers pénibles. Alors qu'est-ce que c'est les métiers pénibles? Alors là, ils ont du mal. Ils avaient mis 10 critères, des taux d'usure à 10% pour le coude gauche, à 20% quand vous avez les deux coudes. La pénibilité n'est pas individuelle au travail. Elle est collective. Vous ne pouvez pas distinguer. De toute façon, il y a 4600 médecins du travail, 4600 médecins du travail pour 25 millions de salariés. Il n'y a aucune chance qu'ils s'occupent de vous. Ils ne vont pas savoir votre pénibilité individuelle. La seule chose qui peut compter, c'est votre branche, votre métier, un accord, une négociation. On prend en compte la pénibilité globale qu'il y a dans cette branche-là. Et on compense la nuisance, la souffrance par d'autres choses en termes de salaire et en termes de retraite. Ça se faisait toujours comme ça. Comment vont-ils supprimer les conventions collectives? Parce que c'est des conventions collectives. N'utilisez pas le mot régime spéciaux, s'il vous plaît. De même qu'il n'y a pas de charge sociale. Utilisez le mot convention collective. Une négociation et une signature dans la branche donnée entre les partenaires sociaux pour pouvoir arriver à compenser les nuisances. C'est une compensation, ce n'est pas un privilège, c'est une compensation. Alors ça c'est pour la pénibilité. Puis, ils ont inventé quoi pour couvrir leurs méfaits? De mettre à l'index les entreprises
qui virerait les seniors. Personne n'est allé jusqu'au fond de cette question. Vous croyez que si on fait un mur de la honte et un mur de l'honneur, les bonnes entreprises qui gardent les seniors, et puis les mauvaises entreprises qui les virent, ça va changer quelque chose? Ça ne changera rien. La DRH de l'entreprise fera un tableau Excel sous les ordres de son employeur, et comme il n'y a pas de sanction, ça restera comme avant. D'ailleurs, c'est déjà le cas pour l'inégalité salariale entre femmes et hommes. Pénicaud a repris la chose, elle a fait un tableau, honte, honneur, etc. Il n'y en a que 30% qui l'ont fait, et ça n'a rien changé, l'inégalité salariale. Parce que si vous n'avez pas un contrôle, un inspecteur, une sanction en référé et avec un juge, ils ne changeront rien. L'AFP, je crois, vient de dire qu'à ce rythme-là, l'égalité salariale homme-femme sera atteinte dans 250 ans. Moi, je vous la fais en 6 mois. Je vous dis comment faire juridiquement. Et je vous dis comment faire en protégeant les gens du licenciement. Je vous dis, avec une loi sur le licenciement, qu'on peut empêcher les gens de se faire virer à 55, 56, 57 ans, de devenir inaptes, malades ou écartés de l'emploi, et donc écartés de la retraite. Tout ce système n'est fait à faire dans ce qu'ils font. Et l'argent, qu'allons-nous dire, ça a été dit avant moi et tout le monde va se répéter, je crois, là-dessus. Jamais la France n'a été aussi riche, et les richesses aussi mal partagées. C'est ça le fond du problème. Les salariés français, on est 30 millions. En 1910, on était 3 millions. Aujourd'hui, 30 millions. Ils veulent nous reprendre ce qu'on a gagné quand on n'était même pas la moitié. Jamais nous n'avons été aussi forts en tant que salariés. Ingénieurs et balayeurs, infirmières et caissières, métallos et cheminots. Nous sommes tous dans la même baraque. Nous n'avons que notre force de travail avant. Et à partir de cette force de travail, se dégage le salaire brut et nos retraites. C'est à ça qu'ils s'attaquent globalement. C'est ça que globalement ils veulent détruire. Et que nous ne voulons pas laisser détruire. Et que nous allons être nombreux le 15. En rajoutant tout de suite quelque chose. Le plus bel âge de la retraite, c'est entre 60 et 65 ans. Je vous le dis. Vous pouvez faire de la guitare, vous pouvez apprendre le piano, vous pouvez vous mettre à la peinture, visiter les musées que vous n'avez jamais visités, faire les randonnées, vous occuper de vos petits-enfants, militer avec la Télécarde, soutenir votre union locale syndicale entre 60 et 65 ans. Si vous êtes encore en forme, si vous avez une retraite digne, vous ferez 1000 fois plus parfois que ce que vous avez pu faire dans toute votre vie. Et le travail, et entre 60 et 65 ans, c'est les plus dures années au travail. Les plus dures. Alors, on vit peut-être plus longtemps, comme ils disent. Encore, qui vit plus longtemps? Et après, ils disent, oh ouais, mais il faut travailler plus longtemps. Mais le corps humain, il n'a pas changé. La biologie du corps humain, à 55, 56, 57 ans, tout devient plus difficile, mentalement et physiquement. Évidemment qu'on meurt plus au travail, il y a plus d'accidents du travail. Et les accidents du travail, Dussopt n'a pas pensé à faire un index. Mais la France est championne, hélas, des accidents mortels du travail dans les 2 dernières années dans l'Union européenne. Ils le cachent, ça fait pas les unes des journaux, les accidents du travail. Mais pourtant, nous sommes recordman devant la Bulgarie, la Pologne, la Hongrie. C'est la France qui a le plus d'accidents du travail. Et deuxièmement, la Cour des comptes, 7 décembre dernier, un accident du travail sur 2 est déclaré. Seulement 1 sur 2, les patrons trichent avec. Pour ne pas avoir d'injonction, pour ne pas avoir à endosser la responsabilité de ces accidents. Et on a quoi? 550 accidents mortels par an. 700 suicides liés au travail. 4500 handicapés du travail. Et je ne parle pas des maladies professionnelles qui sont extrêmement difficiles à reconnaître et qui sont maintenant par dizaines et centaines de milliers. Parce que le travail, c'est plus les coups de grisou. Les gens en Corse, ils nous cultivent ce schéma. Il y en a un, c'est Patria, là. Je crois qu'il a inventé que le travail n'était pas comme avant parce que les salariés avaient des exosquelettes qui les aidaient dans leurs gestes. Ah, pas sur Amazon, bien sûr. Mais, et dans le département en question, il y a un journaliste qui a fait son travail. Il a examiné ce département de la Côte d'Or. Combien il y avait de salariés avec un exosquelette dans tout le département? Il en a trouvé 2. Et après, il a cherché le prix des exosquelettes. 7500 € le prix de l'exosquelette. Alors évidemment, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de partir plus tôt, pour en profiter plus tôt. Et si on vit plus tard, c'est pour en profiter longtemps.
60 ans à taux plein. 60 ans à taux plein. Calculez sur les 10 meilleures années. Faites un nombre d'annuités qui correspond à ce que la masse des salariés fait. Calculez la retraite là-dessus. Et je vais vous dire quelque chose, ça rapportera à leur économie incluse. Parce que tout ce qu'on ferait avec, tout ce qu'on produira avec, tout ce qu'on animera avec, tout ce qu'on consommera avec, ça sera autre chose que leur monde étriqué, divisé, où il y a les pauvres et de plus en plus riches au sommet. La retraite, la défense de la retraite aujourd'hui que nous menons, c'est la défense de la société dont on peut tous et dont on veut tous rêver. Et c'est contre leur société caricaturale. J'ai toujours du mal à parler de Macron. Je veux dire, c'est un individu venu d'ailleurs, commandité par la finance, qui décide tout seul, sans démocratie, là-haut à l'Élysée, de nos vies ici. Nous sommes des millions et des millions. On va gagner. On va gagner. Je suis le dernier orateur et je me dois donc de remercier particulièrement, même si ça a été évoqué, tous ceux qui ont permis que cette réunion ait lieu. Je sais, parce que c'est un travail militant, rien ne s'est fait tout seul. Vous savez, les chaises ont été posées, les affiches collées. Et à travers ce salut, je veux saluer bien sûr ce qui cesse de toute chose, l'action militante. Le fait que des femmes, des hommes, comme vous ce soir, ont consacré du temps pour une idée, des grandes idées. Merci donc à vous tous, merci à Bénédicte. Et notamment, merci aux orateurs, Isabelle, Emmanuel, Franck. C'est la première fois que je les rencontre, mais ça sert aussi à ça, ce genre de meeting. On se rencontre, on s'écoute. Iñaki, bien sûr. C'est pas évident, j'en dirai deux mots, je terminerai là-dessus, sur le fait qu'un député socialiste fasse tribune commune avec un homme comme moi. Que non seulement on fasse tribune commune, mais comme il l'a dit, on s'apprécie et on mène des bagarres ensemble à l'Assemblée nationale. Et puis il y en a un, vous savez à quoi sert ce genre de réunion? À se rassembler comme une force, à se donner de la confiance mutuelle, à échanger des arguments que demain sans doute, dans un repas de famille, dans un lieu de travail, auprès d'un ami, vous partagerez. Et il y a un militant qui depuis des années fait ce travail. Je voudrais que vous compreniez toute l'importance, toute la valeur que vous avez à avoir entendu ici Gérard Filoche. Parce que sur la question de la retraite, sur la question du droit de travail, Gérard, depuis des années, est un homme qui forge les arguments, fait partager les arguments et nous rend collectivement plus forts. C'est pas rien. Vous savez, il y a une chanson, vous la connaissez, qui dit « Du passé, faisons table rase ». La chanson est belle, mais ce moment-là, on peut en discuter parce que je pense qu'il n'y a rien sans mémoire, sans transmission. Et c'est aussi ça qu'on fait ce soir. Donc Gérard est de ceux qui transmettent. Et je tiens à le remercier parce que c'est quelqu'un de suffisamment exceptionnel pour qu'une fois de plus, vous mesuriez toute l'importance, au moins une fois dans votre vie, peut-être que vous l'avez entendu avant, d'avoir pu entendre Gérard Filoche. Merci Gérard. Alors, je vois les visages, je vous connais, je vous reconnais, même si on ne se connaît pas, mais je sais qui vous êtes. Vous êtes venus bien sûr pour vous, mais pas seulement. Parmi les choses qui me dégoûtent le plus dans ce que dit Gabriel Attal, il en dit beaucoup, c'est notamment quand il dit pour les générations futures, il faudrait faire cette mauvaise réforme. Vous êtes là pour les générations futures. Parce que vous savez précisément que vous ne voulez pas imposer cette régression sociale aux générations futures. Peut-être que vous êtes déjà à la retraite, je vois vos visages. Mais vous, oui. Mais vous venez par un acte de solidarité. Et en venant ici, vous ne le faites pas pour des intérêts égoïstes, mais pour une certaine conception du pays, de la République. Précisément parce que vous avez une grande idée, qui, ce que vous avez fait, vous allez non seulement transmettre peut-être quelques biens, ce que je vous souhaite, mais aussi des valeurs. Et en menant ce combat, une fois de plus, ce que vous cherchez à faire, c'est rendre le pays plus beau et le pays meilleur. Donc merci.
c'est important. C'est une aussi des dimensions de la lutte. Nous ne voulons pas nous faire imposer ces régressions culturelles, idéologiques, égoïstes, qui visent à faire chacun d'entre nous un individu uniquement intéressé par sa propre personne. Vous savez que si le mot de république a un sens, c'est si c'est une république sociale. Le cadre qui permet de faire nation, c'est un ensemble de droits, de lois, et notamment de lois sociales. Et comme vous avez de la mémoire et de la culture, vous savez que rien n'a été donné. Tout a été conquis par des mobilisations et par des victoires électorales. Et finalement, cette bagarre sur les retraites est une des étapes, un des maillons de cette longue chaîne qui nous relie depuis des siècles à ceux qui luttent. Moi j'ai 54 ans, je ne les fais pas comme dirait l'autre, mais quand j'ai commencé à bosser, la retraite était à 60 ans. On est passé à 60 ans en 2010, et maintenant ils veulent nous imposer 64. Ce que je veux illustrer par là, c'est que vous savez, tout est matière en permanence de tension, de rapport de force. Ils nous ont rien donné. Il a fallu attendre 1936 pour que pour la première fois, on puisse bénéficier de 2 semaines de congés payés. Ils écumaient de rage, déjà à l'époque. J'ai entendu tout à l'heure, j'ai cru plein d'entre vous mentionner l'histoire de la fainéantise, le droit à la paresse. Tout simplement parce que 2 semaines de congés payés avaient été obtenues et qu'un ministre, qui était secrétaire d'État d'ailleurs, Léo Lagrange, s'occupait de ça, la droite et l'extrême droite appelaient le ministre de la paresse. Toujours ce mépris. Tout simplement parce que nous voulons vivre mieux. Parce que nous pensons qu'un temps de vie qui n'est pas directement relié à une activité marchande, et ce qu'il y a aussi de précieux, est un temps d'émancipation, d'un temps utile. Oui, nous avons droit à des congés. Oui, nous avons droit à une retraite. Oui, nous avons droit à une retraite qui est un temps nouveau de la vie. 40% des maires de communes sont des retraités. 39% des présidents d'associations sont des retraités. Et Gérard l'a dit, c'est les plus belles années. C'est 60 à 65 ans. Tout ça, ils veulent nous le reprendre. Donc ce que vous faites actuellement dans cette mobilisation n'est pas une petite affaire. C'est une étape d'un long combat social qui dure depuis des siècles et qui définit la nature du pays dans lequel nous voulons vivre. Parce que vous aimez la France, vous aimez un pays social, un pays dans lequel la journée de travail est limitée, la rémunération, le salaire et le droit à la retraite. Et vous savez, parce que vous avez la mémoire, qu'il a fallu attendre 1981 pour que la retraite soit à 60 ans. Vous l'avez gagné par des luttes, 68, les années 70 et la victoire politique. Il y a donc un lien entre les luttes sociales et les victoires électorales et politiques. Un lien évident. Et c'est ça qui est en train de se jouer. Alors, bon, beaucoup de choses ont été dites avant moi, bien dit. Vous avez compris. Bon, de toute façon, ça a été démonté magistralement par les uns et les autres. Le système des retraites n'a pas de problème systémique. Il y a éventuellement un problème de recettes. Ben oui, ballot, pourquoi il y a moins de recettes dans le système des retraites? Le ballot, ça s'adresse au gouvernement, c'est que depuis des années, vous menez des politiques libérales qui souvent ont pour première mesure qu'ils exonèrent les cotisations. Bah oui, alors il y en a un peu moins qui rentrent. Donc on peut déjà décider qu'on va revenir sur ces exonérations de cotisations. Ça fait rentrer 2 milliards ici, au minimum, si on s'en prend seulement à des exonérations qui sont totalement injustes, celles qui touchent notamment les exonérations pour les salaires qui font 2 fois et demi le SMIC, mais on estime au moins qu'il y a près de 90 milliards de différentes niches fiscales et exonérations dans lesquelles on peut puiser. Faites-vous plaisir là-dedans. On peut même ne pas toutes les remettre en cause. Mais si on en remet en cause certaines, ce que je dis n'est rien d'incroyable. Hein. C'est tout simplement de dire, bon, ben, telle ou telle mesure d'exonération, de cotisation, qui n'a aucun effet d'ailleurs sur l'emploi, on y revient. C'est-à-dire, les entreprises cotisent à hauteur de ce qu'elles doivent cotiser, ou notamment de ce qu'elles cotisaient, notamment en 2018 encore. Revenons à ça. Ça a été dit, j'insiste, l'égalité homme-femme, vous savez, la grande cause du quinquennat précédent, paraît-il. Ils ont fait, paraît-il, un index sur l'égalité homme-femme. Vous voyez l'efficacité que ça a. Encore aujourd'hui, les femmes perçoivent une différence de 16,8% de salaire entre hommes et femmes, et à poste égal,
encore de 5,3%. Si on revient là-dessus tout simplement. On met en place l'égalité homme-femme au niveau des rémunérations. C'est, nous disent nos amis économistes, 11 milliards qui rentrent. Faisons-le. Les salaires. Allez, je vais être timoré. Il y a une inflation actuellement qui est de 6% en moyenne. C'est la moyenne. Hein. Vous avez vu, je ne sais pas, c'est le Parisien. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle chez vous, le Parisien. Ça s'appelle aujourd'hui en France. On fait un tableau qui montre quand même que sur les produits de première nécessité, la bouteille d'huile, le litre d'huile, là c'est du 11, du 12%. Je propose une augmentation de salaire de 4%. Alors vraiment, je suis petit bras. Si on augmente seulement les salaires de 4%, c'est 12 milliards de cotisations qui rentrent dans le système des retraites. J'arrête là, les copains l'ont fait bien avant moi. Vous voyez, des choses toutes simples, qui ne bouleversent pas, que ce soit une mesure de justice sociale évidente, ou tout simplement une remise un peu à l'endroit de ce qui a été mis à l'envers. Et ils ne veulent pas le faire. Parce que précisément, leur objectif est de déséquilibrer ce système qui est une belle conquête sociale. Celle, en quelque sorte, d'une mise en commun d'une part de votre salaire pour que vous puissiez bénéficier, que nous puissions bénéficier d'un droit à la retraite. Pourquoi le font-ils? Plusieurs théories existent. Peut-être aussi parce que dans cette baisse des cotisations ou des pensions que ça va entraîner, peut-être que certains d'entre vous, d'entre nous qui en auront les moyens, se diront je vais peut-être participer à telle ou telle assurance privée, etc. Aujourd'hui, bien sûr, c'est pas le sujet, mais ça viendra demain. Et on va progressivement privatiser quelque chose et le ramener uniquement à un rapport individuel. C'est là l'enjeu. Alors, dans tout ça, nous menons une bataille qui, vous l'avez compris, ni juste ni justifiée. Cette réforme est profondément antisociale. Mais elle est profondément antidémocratique. Et elle est rendue possible parce que nous avons un problème démocratique. La tâche de la lutte est évidemment d'obtenir l'abandon de cette réforme. Mais nous devons aussi à cette occasion nous dire que nous avons, si nous sommes attachés à l'idée qu'il n'y a pas de république, s'il n'y a pas de pleine expression de la souveraineté du peuple, un problème d'ordre démocratique. Vous dites, il exagère un peu quand même, la France est une démocratie de fort basse intensité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a 48,7 millions d'électeurs. Il y a dans ce pays, et je le regrette d'une certaine manière, mais ce serait l'occasion de notre meeting une autre fois, un présidentialisme qui nous casse les pieds au bout d'un moment et qui en fout. Mais c'est l'élection auquel nos concitoyens, vous tous, nous rendons le plus. 70% de participation à l'occasion de la dernière élection présidentielle. Bref, 48,7 millions d'électeurs. À l'occasion de l'élection présidentielle, combien il y avait de candidats? 9 ou 10? Il y en avait 3 qui étaient dans leur programme favorable au fait qu'on travaille plus longtemps. Je rappelle leur nom parce que quelque part montre un peu la nature des choses. Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Éric Zemmour. Un beau trio. Ces 3 candidats qui ont fait campagne ont obtenu 13 millions de voix toutes additionnées sur 48,7. Ça veut dire 28% des électeurs. Ça veut dire que 72% des électeurs, lorsqu'on les a invités dans ce grand débat à l'élection présidentielle, ont dit on ne veut pas rallonger la durée de temps de travail. Puis il y a eu le second tour. À l'occasion du second tour, pour des raisons que vous savez, c'est Emmanuel Macron qui s'est retrouvé confronté à la candidate d'extrême droite. 28% de nos concitoyens sont allés voter au second tour devant ce choix qui leur semblait fort épineux. C'était historique, on n'avait jamais vu une abstention aussi importante. Mais toute une série d'entre nous, et pour ma part, je ne les désapprouve pas, voire même je les comprends fortement, ont tout fait pour mettre un barrage à l'extrême droite. En étant radical désaccord avec le programme d'Emmanuel Macron, mais sur une chose, pas d'extrême droite. Emmanuel Macron, au soir du second tour, vous vous souvenez, a dit la chose suivante, je le cite de mémoire, ce vote m'oblige. Je sais que beaucoup de nos concitoyens qui ont voté pour moi ne l'ont pas fait pour mon programme, mais pour faire barrage à l'extrême droite. Vous savez quoi, pour une fois, il avait raison. Sauf que vous êtes dit, ce vote m'oblige, vous êtes dit, il l'oblige au moins à tenir compte du fait qu'on n'était pas d'accord avec lui. Ben pas du tout, ça l'obligeait en fait à vous faire travailler 2 ans de plus. Je plaisante, mais les conséquences risquent d'être terribles. L'élection législative qui suit
Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, et en particulier depuis l'histoire de l'inversion, enfin depuis du quinquennat, le parti du président de la République n'obtient pas de majorité à l'Assemblée nationale, notamment pour une raison. C'est que ces candidats avaient sur leur programme marqué retraite à 65 ans. C'est ça la réalité. Il n'y a pas de majorité dans le pays pour la retraite à 64 ans, ça a été pointé. 93% des actifs sont contre. 68 à 70% de la population dit qu'elle est contre. À l'occasion de la plus grande consultation démocratique qui a eu lieu, à savoir le premier tour de l'élection présidentielle, très minoritairement ceux qui étaient favorables à l'allongement de la durée de travail pour bénéficier d'une retraite, donc seulement un petit tiers. Pas de majorité à l'Assemblée nationale, et pourtant ils veulent imposer. Il y a là un sujet qui est d'ordre démocratique fondamental, d'une brutalisation de toute vie politique commune fondamentale. Non seulement c'est antisocial, mais c'est antidémocratique. Et Emmanuel Macron prend le risque de briser le pays dans ce qui constitue entre nous une forme de consentement politique qui est dû à une chose en général. Si vous dites, bon allez, je ne suis pas d'accord avec ce que fait le président, quand ce n'est pas le vote qui a été élu, mais quelque part la consultation démocratique a tranché, je m'incline. Mais par cette brutalisation qu'il est en train de faire, c'est l'idée finalement que plus rien ne sert d'aller voter. Et il le fait dans un contexte en plus, où la menace extrême droite est telle que celles et ceux parmi vous qui se disent qu'en dernière analyse, et je les comprends et je les soutiens, que tout sauf l'extrême droite se trouve une fois floué par ce geste brutal qu'est en train de faire Emmanuel Macron, et peut-être demain ne le feront plus. Alors monsieur Macron, si vous m'écoutez, cessez cette irresponsabilité. Non seulement vous voulez faire du mal à des millions de nos concitoyens, parce que concrètement, la dernière fois quand on est passé de 60 à 62 ans, c'est 300 000 personnes qui sont passées au RSA. Et que sans aucun doute que ces 2 ans de plus auront la même conséquence. Mais en plus, vous prenez le risque de faire éclater véritablement toute vie commune politique, en livrant ce pays peut-être la prochaine fois à l'extrême droite. Nous en sommes là. Et c'est pourquoi la lutte que vous menez, que nous menons, elle porte à elle non seulement un projet social fondamental, non seulement une question de dignité des milieux populaires, non seulement une action puissante du salariat, qui n'accepte pas de se voir ainsi faire les poches, mais elle porte aussi à elle, fondamentalement, l'amour et le respect de la démocratie. Et l'amour et le respect de la souveraineté populaire. C'est ça le combat. Et allez dire à ceux, s'il y en a dans la salle, vous êtes les bienvenus, qui avez voté pour le RN. Je dis les bienvenus parce que ce genre de réunion est aussi pour convaincre. Savez-vous que les députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale ont déposé moins d'amendements encore que les députés du groupe Renaissance? C'est-à-dire ils ont moins à dire sur ce projet à 64 ans que les députés macronistes. Allez dire aussi que, parce que moi j'ai présenté un projet de loi qui voulait mettre le SMIC à 1 700 €, et que le Rassemblement national, lui, n'est pas pour l'augmentation des salaires, mais pour, disent-ils, la baisse des cotisations pour les passer en salaire direct. Et que c'est précisément le fond du problème. Donc allez dire à ceux qui sont parfois intéressés ou bernés par l'extrême droite, qui sont en train de voter pour une force qui ne mène pas la lutte actuellement et qui même, par la manière dont elle conçoit les choses, précisément dans une fausse augmentation des salaires qui vise à affaiblir notre système des retraites. Et enfin, pour ceux qui seraient tentés par l'extrême droite, comprenez bien le mépris qu'elle a en permanence en direction des organisations syndicales, qui aussi à l'heure actuelle sont en train de mener un combat particulièrement précieux qu'il nous faut saluer et applaudir. Parce que ce sera la fin et la dernière partie de mon propos. Vous l'avez compris, ce qui se passe à l'heure actuelle va écrire une page nouvelle pour l'histoire du pays. Fondamentale. Fondamentale. Ce qui sortira de tout ça aura des conséquences pour la suite. C'est un certain moment de vérité. J'ai fait le malin au début en disant, j'ai compris qu'il y a des anciens dans la salle, et en plus ça me fait toujours plaisir parce que eux ils ont la mémoire des luttes. Mais vous le savez que ce qui est en train d'avoir lieu, une telle unité syndicale est quelque chose de précieux. Ça n'arrive pas tous les jours. Et que quand de la CFDT, CGT, Force ouvrière, FSU, l'UNSA, tout le monde se retrouve, c'est fort, c'est puissant, ça met des millions de personnes dans la rue. Ça aussi, quelque chose qu'il faut dire, choyer. Les camarades qui ont de l'expérience, dites-le peut-être plus impétueux dans la période qui va s'ouvrir. L'unité syndicale.
À des motifs d'engueulade, il y en a plein entre nous. Mais l'unité, il va falloir maintenir l'unité. Idem pour l'unité politique. J'ai commencé en saluant le plaisir que j'avais avec Iñaki, avec les camarades aussi, du Parti communiste, d'Europe Écologie Les Verts, de Génération, etc. L'unité politique de notre camp. Ça aussi, c'est précieux. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous partagez ça avec moi. Et le message, je ne vais pas parler de manière codée, je le lance à tout le monde et à bon entendeur, salut. Pas de division. Pas de division. On peut discuter de la stratégie dans la période qui va venir, évidemment. Mais rien ne doit aujourd'hui être utilisé pour affaiblir ce camp social et ce camp politique. Ou alors franchement, c'est rendre service à Emmanuel Macron. Alors le moment où nous en sommes, je vais aller à l'essentiel parce qu'il n'y a qui l'a dit. La semaine qui vient, la lutte, on est dans un moment mais on peut gagner évidemment. Cette semaine est très importante. Le 15 mars, à l'invitation de l'intersyndicale. Puissants et mobilisés, il faut que nous soyons des millions en France à être dans la rue mercredi 15. Encore, d'accord, les amis, ne doutez pas, même si samedi c'était un peu moins que les journées précédentes, mercredi il faut être des millions. Pourquoi? Parce qu'il y a une articulation entre ce qui va se passer mercredi et ce qui va se passer le jeudi 16 mars. J'explique, même si vous avez entendu ce qu'a dit Iñaki. Toute cette histoire de brutalisation de la représentation nationale, c'est cet article qu'on connaissait même pas, le 47.1, c'est un truc en gros qui dit qu'au bout de 10 jours, les députés doivent arrêter de discuter quel que soit où ils en sont, et puis ça part au Sénat, et puis ça revient, créer les conditions qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Vous avez une réunion, qui s'appelle la commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale, qui va se réunir jeudi. 14 personnes, 7 députés, 7 sénateurs. Et ils vont se mettre d'accord entre eux pour savoir quel texte, finalement, s'ils arrivent à se mettre d'accord, est soumis au vote à l'Assemblée nationale. Vous suivez qu'à l'Assemblée nationale, on s'est arrêté à l'article 2, il y en a 20 là. Donc déjà, l'Assemblée nationale n'a pas discuté les textes. Et pourtant, vous avez des gens, ça va en quelque sorte un peu chercher à se mettre d'accord, on ne sait pas sur quelle base d'ailleurs démocratique. S'ils arrivent à se mettre d'accord, il y aura un vote dit solennel, jeudi 16, aux alentours de 17h, si je ne me trompe pas. Les amis, à l'heure où je vous parle, je ne vends aucune promesse ni aucun rêve. Seule la lutte déterminera le résultat de tout ça à l'arrivée. Mais les mobilisations et les manifestations, évidemment, font une pression sur tous les députés, quelle que soit leur famille politique. Évidemment, il ne s'agit pas de convaincre Iñaki et moi, c'est pourquoi on vote. Mais laissez-moi vous dire qu'au sein des Renaissances, il y en a qui ont des abeilles. Et vous avez même suivi qu'au sein des députés LR, c'est la droite, il y en a qui ont plus que des abeilles. Donc le vote est incertain. Donc le 15 des millions, pour que le 16, toute une série de gens se disent « Oh là là, mais moi je vais... Ok, je me suis fait élire avec l'étiquette LR, mais les gens pour qui j'ai voté, qui ont commencé à bosser tôt, ça existe, hein, les gens de droite modestes, hein, vous les connaissez. Hein. Il y a des gens, c'est des travailleurs qui ont commencé à bosser à 16 ans, ils votent à droite. Ils sont comme nous, mais ils n'ont pas envie de se manger 2 ans de plus. Et ils vont engueuler leurs députés. Donc on peut avoir une situation où on les met en minorité. Alors peut-être qu'ils utiliseront le 49.3, c'est le truc brutal, mais tout ça sera une succession d'affaiblissement. Vous voyez la semaine dans laquelle elle est, et puis on va continuer la lutte après, c'est évident. Et s'il faut, il faudra mener la bataille pour qu'il y ait une motion référendaire qui puisse avoir lieu. C'est-à-dire le fait d'imposer la possibilité que le peuple soit consulté par référendum. C'est là-dessus que je voulais terminer. Tiens, je voulais le dire avant, pardon, parce que je sais que je suis trop long. On est à Pau, à côté. Moi, je suis de Seine-Saint-Denis, Bizanos, c'est Pau. Le maire de Pau, il s'appelle François Bayrou. Alors, monsieur Bayrou, si vous m'entendez. Bayrou. J'essaye de lui expliquer comment on parle. Alors, monsieur Bayrou, j'ai vu que vous avez déclaré la chose suivante. Je le cite. J'ai toujours, tout au long de ma vie, défendu l'idée que devant les extrêmes difficultés d'une réforme des retraites, les trancher par un référendum des Français était la meilleure méthode pour éviter le blocage. Alors, monsieur Bayrou, si vous êtes un homme de parole, vous avez 51 députés du modèle.
faites en sorte que vos députés du Modem ne votent pas à 16 et demandent, comme vous le demandez, un référendum. On va gagner les amis, merci de m'avoir écouté.